Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Vous m'entendez bien? Donc d'abord, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver ici. Je suis ravie de votre intérêt pour cette première table ronde du salon. Donc comme vous le savez, nous faisons face aujourd'hui à des défis qui sont complexes, qui sont interdépendants, et la transition dans les domaines de l'énergie et de l'environnement bâti font certainement partie de ces défis. Mais nous sommes aussi convaincus qu'ils font vraiment partie aussi des solutions, et c'est pour cette raison qu'Énergie FR a souhaité renouveler sa collaboration avec Espace Gruyère et Énergie-Cima pour vous présenter 3 conférences qui aborderont certains de ces enjeux, certaines aussi de ces opportunités. Donc, si vous cherchez des solutions pour vous positionner en tant que professionnel, ou si vous cherchez aussi des solutions pour des inputs pour agir à l'échelle individuelle, dans tous les cas, ces présentations vous donneront vraiment l'opportunité de découvrir certaines pistes pour exploiter aussi ces opportunités. Nous avons choisi un format interactif, c'est-à-dire que nous aurons une série de présentations assez brèves qui seront suivies tout à la fin par un moment en fait, de discussion, de questions-réponses. Donc vous aurez vraiment l'occasion d'échanger avec nos intervenants, nos intervenantes, de leur poser vos questions, aussi si vous le souhaitez, de partager vos réflexions avec toutes les personnes présentes. Donc n'hésitez pas, dès que les présentations seront terminées. Par ailleurs, cette conférence est aussi filmée, ce qui veut dire que vous pourrez ensuite la revoir, la partager avec vos collègues, etc., si ça vous intéresse. Donc ce matin, nous allons parler des labels de bâtiments. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Suisse et aussi au niveau mondial, le secteur du bâtiment est vraiment un acteur clé de nos efforts pour réduire à la fois nos émissions de gaz à effet de serre et à la fois notre consommation énergétique. Des efforts qui s'inscrivent évidemment dans le contexte plus large de la lutte contre les différentes crises, la crise climatique en premier lieu, pour ne pas mentionner tous les aspects aussi géopolitiques qui sont liés à tout ceci. En bref, juste pour avoir d'autres chiffres clés, vous le savez peut-être déjà, en Suisse, le secteur du bâtiment est responsable de 26% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui correspond sur une année à un peu plus de 11 millions de tonnes d'équivalent CO2, donc ce n'est vraiment pas négligeable. Et une très grande partie de ces émissions sont liées au chauffage et à l'eau chaude. Le 70% environ est lié au chauffage. Donc évidemment, certains choix, tels que notamment l'agent énergétique qu'on utilise pour se chauffer, les éléments de construction tels que l'isolation sont vraiment... Ce sont des choix vraiment indispensables en fait, pour réduire notre impact. Alors selon les dernières statistiques, vous l'avez peut-être vu passer, les émissions du secteur ont un petit peu diminué, mais il n'en reste pas moins que des efforts sont encore vraiment indispensables pour rejoindre la trajectoire de l'accord de Paris notamment. Et c'est aussi pour cette raison en fait qu'en juin 2023 déjà, les labels suisses des bâtiments et des quartiers ont été réorganisés en plusieurs buts. Tout d'abord, c'est d'offrir plus de clarté aussi aux usagers, de faciliter la collaboration entre les différents acteurs et aussi de durcir certains des critères. Donc pour cette première table ronde, nous avons invité donc, des représentants du service de l'énergie, de Minergie CECB, du label SNBS et aussi de l'ECAB, qui vont vous présenter les éléments clés de ces labels dans leur nouvelle configuration, avec quelques compléments par rapport à des choix de construction, et surtout, qu'est-ce que cela implique pour les acteurs du terrain. Donc, tout ceci sera aussi illustré avec des exemples concrets. Donc, pour ne plus tarder, je vais tout de suite passer la parole à M. Bochoum, qui va tout d'abord nous parler justement du rôle que joue cette famille des labels dans la stratégie énergétique. Préparez déjà vos questions pour la suite. Merci. Merci Sophia. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter la situation de la famille des labels, l'importance qu'il y a au niveau stratégique en Suisse, pour les cantons, pour la Confédération, pour les professionnels. Et pour commencer, un petit état de situation pour vous montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui du point de vue énergétique. Cette stratégie énergétique qui a été adoptée par le peuple en 2017 avec différents objectifs est maintenant lancée. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Cette stratégie vise à des objectifs 2035, 2040, 2050. Donc on n'est qu'au début aujourd'hui, mais on peut déjà faire un petit point de situation. Juste pour rappel, il y avait 3 volets qui étaient essentiels dans cette stratégie énergétique. Le premier, c'était l'augmentation de l'efficience énergétique. Le deuxième, c'était la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Et finalement, la sortie du nucléaire.
Un des buts qui est venu se greffer par la suite, c'est la stratégie climatique au niveau suisse, au niveau des cantons également. Au départ, on parlait essentiellement énergie, et finalement, on parle énergie, stratégie climatique, et maintenant, stratégie climatique et l'énergie qui est un des volets de la stratégie climatique, mais disons, on vise des objectifs qui sont relativement communs également. Dans les résultats intermédiaires, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, la consommation globale d'énergie en Suisse diminue. Donc ça, c'est déjà un bon signal. Le rythme, par contre, pour atteindre les objectifs à réaliser est encore insuffisant. Et là, on va devoir le renforcer dans les années qui viennent. En ce qui concerne la chaleur, ou disons le deuxième objectif, c'était le développement des énergies renouvelables. On peut le différencier entre production de chaleur et production d'électricité. En ce qui concerne la chaleur, on va vraiment dans la bonne direction. Ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup d'énergie fossile encore qui chauffe les bâtiments, mais on le constate, en tout cas c'est le cas dans le canton de Fribourg, pratiquement 100% des assainissements de systèmes de chauffage se fait avec des énergies renouvelables. Ça, on le voit majoritairement aujourd'hui par des pompes à chaleur, mais également dans les zones urbaines par des raccordements au chauffage à distance qui sont souvent alimentés par du bois, des rejets de chaleur ou de la géothermie qui commence à arriver maintenant de plus en plus. Au niveau de l'électricité, par contre, là, ça pêche encore un tout petit peu parce qu'on voit que la sortie du nucléaire avec la sortie aussi de grosses unités de production telles que Mühleberg et autres fait que la Suisse est quand même très dépendante de ce qui se passe au niveau étranger. Et en Suisse, on a quand même de la difficulté à produire de l'énergie électrique en masse. Alors ça commence à arriver avec le solaire photovoltaïque qui commence à vraiment prendre le dessus sur le marché, mais le photovoltaïque produit en été, en entre-saison aussi, et de manière nettement moindre en hiver. Et on a encore un gros trou d'approvisionnement pour la partie hiver qu'il va falloir combler. Et ça, c'est ce qui va être mis en votation le 9 juin prochain. Et disons, votation pour laquelle, en tout cas au niveau des services de l'énergie, on serait très favorable à ce qu'elle puisse être acceptée parce qu'on a quand même certains soucis au niveau sécurité d'approvisionnement sur le futur. Et la sortie du nucléaire est aussi un des volets. Alors on entend, oui, mais cette votation, ce n'est pas nécessaire d'aller dans ce sens-là, parce qu'on pourra faire éventuellement avec du nucléaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nucléaire, aujourd'hui, pour l'instant en Suisse, on vise à le tirer du réseau, sortir les prises. Mühleberg a déjà été débranché. Les centrales existantes ont déjà des prolongations, auront peut-être des prolongations supérieures pour pouvoir poursuivre leur activité, mais leur activité, elle n'est pas ad aeternam. Un jour, il y aura une échéance. Et il y a également aujourd'hui une volonté de certaines personnes de relancer l'activité nucléaire en Suisse. Il y aura une votation par rapport à une initiative Stop au Blackout qui a été lancée et qui va faire l'objet d'une votation suisse. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution-là ne va pas nous sauver. Je ne veux pas rentrer sur un débat nucléaire ou pas. Mais pour construire une centrale, il faut 25 ans. Et 25 ans, ce n'est pas le temps qu'on a pour réduire la crise qui pourrait arriver en cas de pénurie d'énergie en Suisse. Ce qu'on a connu en 2022, on le connaîtra ces prochains hivers. S'il y a des manques de production dans les pays qui nous entourent, il y a eu à l'époque un problème en France. Si on a un hiver très très froid et qu'on a besoin de courant en hiver, on n'a pas suffisamment de capacité en Suisse. Et si on a un hiver très froid en Europe, les autres pays auront besoin de leur propre capacité qui ne pourra pas être forcément livrée chez nous. Donc nous, on doit faire l'effort aussi dans ce sens-là. Mais tout ceci, c'est sans tenir compte que le cadre légal évolue très rapidement également. Il y a beaucoup de choses qui évoluent dans tous les secteurs. J'ai parlé du secteur de l'électricité avec cette votation. Il y a la mobilité aussi, où la Suisse dépend beaucoup, en ce qui concerne essentiellement la mobilité individuelle, de tout ce qui se passe en Europe, avec la fabrication des véhicules et leur acceptation sur le marché. Et vous l'avez vu certainement au niveau européen, les fabricants maintenant changent carrément leur ligne de production pour avoir bientôt plus que de l'électrique qui va arriver, avec des obligations d'ici 2030, 2040 au niveau européen, pour faire des transitions sur la mobilité électrique.
Et ce qui concerne le domaine du bâtiment, il y a également passablement de choses qui évoluent, des choses à s'attendre. Vous avez le modèle de prescription énergétique des cantons. Celui qui est en application aujourd'hui, c'est une mouture qui date de 2014 et qui va être révisée pour 2025 avec différents aspects qui ont déjà été validés par la conférence des directeurs cantonaux de l'énergie, notamment le fait qu'il n'y aura plus la possibilité de remplacer un système de chauffage à énergie fossile par du fossile. Ce sera obligatoirement du renouvelable qui va s'imposer dans ce contexte-là. Donc là, il y aura un effet assez massif. Dans le canton de Fribourg, ça n'aura pas beaucoup d'effet puisqu'on a déjà pratiquement 100% qui se fait avec du renouvelable. Mais disons, c'est un signal qui est donné au niveau national. Il y aura également l'obligation de poser des installations solaires photovoltaïques. Aujourd'hui, c'est sur les nouvelles constructions, mais à futur, ce sera aussi sur les rénovations de toiture. Donc là, on voit qu'il y a un pas de nouveau important qui a été mené. Ça, ce sont les éléments qui ont déjà été décidés. Il y a d'autres sujets qui sont en cours maintenant de validation, notamment pour renforcer la qualité de l'enveloppe des bâtiments, augmenter l'efficacité globale des bâtiments neufs. Disons, les bâtiments neufs sont déjà de bonne facture, mais plutôt dans le sens d'améliorer tout ce qui concerne l'assainissement des bâtiments. Et dans ce contexte-là, il y a une référence qui est déjà mise en place dans les cantons, c'est le certificat énergétique des bâtiments. Ça, c'est un élément qui est déjà ancré au niveau suisse dans les cantons. C'est la référence à partir de laquelle le bâtiment démarre son analyse et qui servira à savoir où est-ce qu'on va avec le bâtiment. Vous avez également des programmes d'encouragement qui sont en cours dans les cantons avec des adaptations qui vont encore arriver. Mais il y a le programme bâtiment actuellement qui a été pérennisé jusqu'en 2030 au niveau de la Confédération et dans les cantons également, il y a une vraie volonté de le poursuivre, ce programme bâtiment qui connaît beaucoup de succès. Dans le canton de Fribourg, c'est environ 2200 dossiers par année qui sont déposés, que ce soit pour l'assainissement de l'enveloppe thermique et également sur les remplacements des systèmes de chauffage. Mais il y a également un volet qui est en préparation, c'est ce qu'on appelle le programme d'impulsion qui viendra compléter le programme bâtiment d'ici le 1er janvier 2025 et qui concerne l'assainissement des chauffages électriques et le subventionnement pour les grandes installations, les grandes unités de production d'énergie. Et là, la Confédération va mettre 200 millions par année à disposition des cantons. Pour un canton comme Fribourg, ça va représenter 6 millions de francs qui seront dédiés au remplacement des chauffages électriques et aux grandes centrales de production. Et ça viendra compléter le programme bâtiment qui est actuellement en vigueur. Donc on voit que là aussi, il y a une vraie volonté d'aller de l'avant et de nouveau des références dans les programmes d'encouragement qui sont déjà en cours avec le certificat énergétique des bâtiments qui est déjà un élément de référence et des subventionnements qui sont déjà donnés pour un label tel que Minergie. Mais on voit déjà ici que ce certificat énergétique des bâtiments, Minergie, représente déjà quelque chose de sûr, une base au niveau national. Alors, ce certificat énergétique des bâtiments, pourquoi est-ce que déjà dans les cantons c'est pris comme une référence? C'est tout d'abord que ce certificat découle d'une obligation fédérale. C'est inscrit dans la loi sur l'énergie, article 45 de la loi fédérale sur l'énergie, que les cantons ont l'obligation de mettre en place un certificat énergétique des bâtiments. C'est aussi pour ça maintenant que nous, on l'introduit dans tous nos aspects légaux et de suivi de l'évolution des bâtiments. Les cantons ont la possibilité de l'introduire selon leur spécificité. Certains cantons, c'est lorsqu'il y a un changement de main du bâtiment. Il y a également l'obligation d'avoir un certificat énergétique pour certaines mesures du programme bâtiment. Lorsque vous voulez rénover votre bâtiment, le CECB est obligatoire. Et il y a un objectif à terme avec ce certificat, c'est que tous les bâtiments suisses, à terme, aient le certificat énergétique, ce qui permettra de comparer tous les bâtiments entre eux et d'avoir une base générale en Suisse qui permette de suivre l'ensemble de cette évolution du parc immobilier suisse.
Donc le certificat aujourd'hui est une référence nationale pour connaître la situation énergétique de tous les bâtiments. Et il y a également des incitations, puisque dans beaucoup de cantons, le certificat énergétique plus, c'est une déclinaison de la base du certificat énergétique qui permet d'avoir, vous le verrez tout à l'heure avec la présentation de M. Maillet, qui permet d'avoir toute une série d'informations supplémentaires sur comment amener à améliorer votre bâtiment. Alors cette famille des labels, pourquoi est-ce qu'elle s'impose à quelque part? Alors, certains la verront comme une contrainte et d'autres comme une opportunité. Nous, on la voit plutôt comme une opportunité, dans le sens que vous voyez ici sur ce schéma, tous les labels qui existent, et là vous n'en avez qu'une partie, hein, c'est essentiellement des labels internationaux et suisses, mais qui sont de grande renommée, hein, quelque part. Et on peut parler d'une salade de labels parce qu'il y en a tellement, tous se ressemblent un petit peu à quelque part, tous vont dans la même direction à quelque part aussi. Et c'est extrêmement difficile de communiquer sur une ligne à suivre pour considérer ces labels. Il y a également d'autres labels qui avaient été développés, certains sont encore actifs, comme le canton de Genève avait développé un label qui s'appelle Haut potentiel énergétique. Il y a d'autres labels qui ont été développés en Suisse romande ou en Suisse alémanique qui ont été abandonnés parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre à quelque part. Et pour la Confédération et les cantons, c'était important d'avoir quand même des labels qui soient des références, qui servent aussi à une ligne. Il y a également eu des cas où, finalement, vu qu'on encourage, par exemple, le label Minergie ou qu'on encourage des certificats énergétiques cantonaux des bâtiments, certains ont dit, mais pourquoi vous encouragez uniquement ces labels et pas le mien? Parce que le mien, il est le même que celui-là. Il y a même eu des cas qui ont été jugés par les tribunaux, pour vous dire. Donc, finalement, c'était une situation qui devenait très compliquée. Et la Confédération et les cantons ont finalement décidé qu'il y aurait une seule famille de labels qui regroupe l'ensemble du secteur du bâtiment. On part du certificat énergétique des bâtiments qui permet de savoir l'état de situation du bâtiment. C'est la même chose sur les frigos. Est-ce que vous avez un bâtiment de bonne qualité qui serait en catégorie A ou un bâtiment de mauvaise qualité qui serait en catégorie G? Celui qui est en catégorie G, ça lui donne quand même l'impulsion de dire ça vaudrait la peine d'améliorer la situation de mon bâtiment et puis peut-être de le passer à quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà le certificat énergétique des bâtiments qui se décline en plusieurs solutions que M. Maillet va vous présenter tout à l'heure. Et après, on vient dans les labels de qualité qui permettent de montrer quelle est l'exemplarité à atteindre, avec Minergie qui représente la qualité en ce qui concerne le bâtiment lui-même. Là, vous avez la qualité en ce qui concerne le confort, en ce qui concerne l'efficacité énergétique du bâtiment et également la situation par rapport à la protection du climat, puisque vous avez également avec Minergie la possibilité de travailler sur cet élément-là. Différentes déclinaisons. Minergie A, des bâtiments plus ou moins autonomes, des maisons Minergie P qui sont des maisons passives et finalement des Minergie Éco qui sont plutôt dans le sens de l'écologie. Là, on est au niveau du bâtiment. Et la troisième déclinaison de cette famille des labels avec le SNBS qui est plutôt pour les aspects de durabilité, pas seulement au niveau du bâtiment, mais également tout ce qui est autour du bâtiment. Là, c'est la position du bâtiment au niveau géographique également, les questions de mobilité liées au bâtiment, il y a les questions de construction, les aspects constructifs qui sont directement pris en considération. Donc là, on est dans une autre dimension que simplement le bâtiment en lui-même. Et finalement, pour englober l'intégralité du domaine du bâtiment, qui intègre également les quartiers, vous avez Minergie Quartier qui a été développé et finalement SNBS Quartier. Donc tout ce qu'on a connu jusqu'à présent avec les quartiers durables, quartiers 2000 watts, etc., tout ça c'est terminé. Il y a eu différents labels même de la Confédération qui avaient été développés à l'époque et tout a été regroupé maintenant dans cette famille des labels qui est la seule référence en Suisse pour les autorités. Ça ne veut pas dire
qu'un maître d'ouvrage ne pourra pas utiliser un autre label, ça n'a rien à voir avec ça. Par contre, la référence et les aspects d'encouragement, les aspects liés à un cadre légal tourneront uniquement au travers de cette famille des labels. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je cède directement la parole à M. Olivier Maillet, qui est directeur roman pour Minergie et le SNBS. Non, le CECB. Et voilà. Merci. Bonjour mesdames, messieurs. C'est un grand plaisir de m'adresser à vous, effectivement, au nom des associations Minergie et CECB aujourd'hui, SNBS aussi en partie, puisque notre agence, qui est basée à Sion, officie aussi comme office de certification SNBS, mais le contenu du SNBS, par contre, ce que c'est et ce à quoi ça sert, vous sera présenté après par Martin Piton. L'objectif pour moi, c'est de vous faire un topo sur Minergie et le CECB, comment ils se positionnent dans cette famille de labels et à quoi ils servent. D'abord, le CECB, vous l'avez vu dans cette lecture de gauche à droite présentée par Serge Boström, c'est le premier instrument de cette famille de labels, si on veut bien, et c'est l'instrument aussi qui définit les méthodologies de calcul, parce que ça, c'est un point qui n'a pas encore été abordé et qui est super important dans tout cet effort d'harmonisation qui a été mené. Un des enjeux, c'était de définir une méthodologie de calcul pour les différents indices de performance énergétique ou les indices d'émission des CO2 qui soient exactement les mêmes à travers les différents produits de cette famille de labels. Et cette méthodologie de calcul, elle est définie dans la normalisation du CECB. C'est un document d'une centaine de pages qui définit justement la manière dont on va calculer les indices de performance énergétique, les indices d'émission de CO2, qui permettent par exemple pour le CECB après de définir une performance énergétique sur une échelle de A à G, ou qui permettent chez Minergie ou dans le SNBS de vérifier si certains indices de performance ont bel et bien été respectés. Si je reviens maintenant sur le CECB, Serge l'a mentionné, il y a différents éléments à l'intérieur du CECB. Le premier élément, la première offre qu'on propose, c'est le certificat énergétique en tant que tel, qui est un instrument de diagnostic énergétique. Le CECB est établi par des experts CECB. Ces experts CECB sont accrédités par notre association. Donc notre mission, c'est d'accréditer les experts et de développer un logiciel qui permet à ces experts de classifier ces bâtiments sur cette échelle de A à G. Et le but, c'est d'évaluer dans un premier temps où on en est avec un bâtiment existant. Et c'est vraiment l'instrument qui a été développé pour promouvoir la rénovation énergétique et pour lequel et qui s'adresse dans ce sens spécifiquement au parc immobilier existant. Et une fois qu'on a établi le diagnostic énergétique, une fois qu'on a classé la performance énergétique du bâtiment avec le CECB, l'idée c'est de conseiller le maître d'ouvrage, le propriétaire, sur ce qu'il pourrait faire pour améliorer sa performance énergétique. Et c'est à ce sujet, c'est par rapport à cet enjeu qu'on a développé le CECB+, qui vient compléter l'étiquette énergétique avec un rapport de conseil qui analyse en fait différentes variantes, différentes possibilités qu'on a d'améliorer la performance énergétique, qui va chiffrer ces possibilités d'abord en termes de performance énergétique et de réduction des émissions de CO2, c'est-à-dire de combien de classes de performance énergétique je vais améliorer la performance de mon bâtiment en installant une pompe à chaleur, par exemple, de combien d'émissions de CO2 je vais réduire mes émissions en l'installant également, mais de l'autre côté aussi, combien ça va me coûter, quel investissement sera nécessaire pour pouvoir installer cette pompe à chaleur, de quelle manière je vais être aidé pour le faire par les autorités publiques en termes de subventions, en termes d'avantages fiscaux, des fois aussi en termes d'avantages type bonus sur l'indice d'utilisation du sol. Tout ça va être quantifié dans le CECB et puis l'idée c'est qu'après qu'on analyse les différentes possibilités qu'on a sur un bâtiment et que l'expert ensuite constitue des packages de mesures qu'on appelle des variantes qu'il va analyser dans leurs ensembles, il va en analyser entre 3 et 5 et il va essayer d'élaborer la variante qui est la plus pertinente pour le bâtiment en question
pour d'abord conseiller le mieux possible le maître d'ouvrage, s'assurer qu'il améliore pour chaque franc investi le plus possible la performance énergétique de son bâtiment et du coup sa facture énergétique au final, mais aussi qu'il réduise pour chaque franc investi le plus les émissions de CO2 et du coup ça intéresse aussi les cantons qui avec ce CECB+, avec ce rapport de conseil, s'assurent aussi de subventionner les mesures qui sont le plus pertinentes pour un bâtiment en question. Ça, c'était le CECB+, et ça, c'est vraiment le gros focus de ce produit. Et on a développé quand même encore en plus un CECB nouveau bâtiment qui permet aussi de classifier la performance énergétique de nouvelles constructions et qui permet à certains cantons aussi de faciliter le processus d'octroi d'un permis de construire avec un CECB nouveau bâtiment en s'assurant justement que sa performance énergétique réponde bel et bien aux exigences du canton. À quoi ressemble le CECB? Vous en avez un ici devant les yeux. On va analyser dans ce CECB 3 indicateurs de performance. D'abord, l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment. Donc, est-ce que le bâtiment est bien isolé? Et puis, est-ce que le renouvellement d'air dans ce bâtiment est assuré de manière efficace? On vient rajouter à ça, pour l'évaluation de la deuxième échelle, qui est l'efficacité énergétique globale, la manière dont on produit la chaleur dans son bâtiment. Plus cette production va être renouvelable, meilleure sera la performance du bâtiment. Et on intègre aussi dans cette deuxième échelle la production d'énergie renouvelable sur place, principalement réalisée avec du photovoltaïque. Plus on aura de photovoltaïque dans un bâtiment, meilleure sera la performance de ce bâtiment. Et la dernière échelle qu'on a introduite depuis début 2023, c'est une échelle qui évalue les émissions directes de CO2 dans le bâtiment. Donc, combien d'émissions de CO2 sont générées par la combustion de mazout ou de gaz à l'intérieur du bâtiment pour la production de chaleur et pour la production d'eau chaude. Donc là, c'est vraiment un indicateur, le dernier, qui est assez binaire. Si on a du mazout ou du gaz dans son bâtiment, on sera plutôt en G. Et dès qu'on est passé sur du renouvelable, on sera dans une classe de performance entre B et A en général. Ça, c'est les 3 indicateurs qu'on analyse et sur la base desquels on va ensuite conseiller le maître d'ouvrage pour améliorer cette performance. La méthodologie, la philosophie qu'il y a derrière le CECB, c'est que ça analyse vraiment les caractéristiques constructives du bâtiment. Donc l'expert CECB qu'un propriétaire mandate va venir sur place, procéder à l'analyse des différents éléments constructifs, des différents éléments des installations techniques, va évaluer, va calculer le besoin énergétique de ce bâtiment par rapport à ces différents éléments qu'il a constatés sur place. Il va aussi relever la consommation réelle du bâtiment et il va corroborer toutes ces hypothèses de calcul avec la consommation du bâtiment pour s'assurer qu'il a bel et bien pris les bonnes hypothèses ou que si le bâtiment consomme plus ou moins que ce qu'il devrait par rapport au besoin qui a été calculé, on puisse l'expliquer, soit par exemple par le comportement des utilisateurs, soit justement peut-être par des hypothèses de calcul qui ont été mal évaluées et qui peuvent être corrigées grâce à cet élément. Le CECB est identique pour toute la Suisse et puis il permet de classifier la performance énergétique d'à peu près 80% des bâtiments du parc immobilier suisse, les bâtiments résidentiels, les bâtiments administratifs, tout ce qui est commerce, restaurant et hôtel. Et puis pour les autres catégories de bâtiments pour lesquels on veut aussi viser une amélioration de la performance énergétique, il y a encore des instruments de la Confédération qui sont mis à disposition, qui permettent de classifier aussi la performance, de conseiller pour la rénovation. Et c'est sur ces documents-là ensuite que se basent les cantons pour développer leur programme de subvention. Un CECB est valable 10 ans ou jusqu'à ce qu'il y ait des éléments importants qui ont été mis en œuvre par rapport à sa performance énergétique. L'idée, évidemment, pour un propriétaire, une fois qu'il a rénové son bâtiment, c'est qu'il fasse une mise à jour de nouveau de son CECB qui reflète après l'état de son bâtiment après les travaux.
Et puis le dernier point, le CECB nouveau bâtiment, celui-ci est élaboré en 2 étapes. D'abord, un CECB qui est calculé sur la base du projet de construction qu'on a, et ce CECB est mis à jour après 3 années d'exploitation du bâtiment pour s'assurer que la performance réelle colle bien avec ce qui a été planifié. Ça, c'était le topo sur le CECB. Je passe maintenant à Minergie. Minergie, comme Serge Bochum l'a dit, qui est un label de construction et qui, contrairement au CECB, fait l'objet d'un contrôle pointu. Donc, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, des CECB, il y en a 25 000 qui sont établis chaque année en Suisse. Notre association procède à des contrôles ponctuels de ces CECB pour s'assurer d'une manière générale que leur qualité soit bonne. Alors que Minergie, c'est un ordre de grandeur plutôt de 2000 bâtiments qu'on certifie par année, et chaque bâtiment qui est certifié Minergie, comme chaque bâtiment qui est certifié SNBS, a fait l'objet d'un contrôle par notre association, et à partir de là, engage aussi la responsabilité de notre association par rapport à la qualité du bâtiment en question. Et chez Minergie, on a différentes possibilités de certifier son bâtiment en fonction des ambitions qu'on a. Très récemment, on vient d'inaugurer, ou plutôt on vient de remettre un certificat à un objet vraiment d'envergure à Fribourg, la BCF Arena, qui était la première patinoire certifiée Minergie A, donc une patinoire qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme elle-même, et une patinoire qui est aussi certifiée Minergie P, donc Minergie P qui est plutôt un standard qui qualifie une très bonne enveloppe thermique, donc une très bonne isolation du bâtiment, et puis le plus possible, plutôt dans le résidentiel pour le coup, le recours à du low-tech et puis une approche passive du chauffage et de l'alimentation énergétique du bâtiment. Et le standard de base, Minergie, c'est celui qui va un peu plus loin que ce modèle de prescription énergétique des cantons dont a aussi parlé Serge. C'est environ 10 à 20% de performance énergétique en plus pour Minergie, 30% pour Minergie P et 50% pour Minergie A. Serge l'a dit aussi, en complément de ces standards qui s'adressent aux bâtiments, on a introduit l'automne dernier un standard qui s'intéresse à l'échelle du quartier, où on va finalement, du côté de Minergie, évaluer tous les aspects qu'on a pris en compte au niveau du bâtiment, aussi à l'échelle du quartier. Concrètement, ça veut dire par exemple qu'on veut s'assurer qu'il y a un microclimat qui soit plus frais en été sur un quartier Minergie que sur un quartier conventionnel. On a des exigences pour arriver à cet objectif autour des espaces verts, autour de la gestion de l'eau. Un autre enjeu, ce serait par exemple aussi tout ce qui est mobilité douce, donc des exigences par rapport aux chemins piétonniers, donc aux accès aux immeubles, à la manière dont on peut parquer les vélos, à la manière dont on accède après aux appartements depuis ces parkings. Donc des enjeux de durabilité au niveau de l'efficacité énergétique à l'échelle du quartier pour Minergie Quartier. Et Martin vous parlera tout à l'heure encore du quartier SNBS qui, lui, a un scope encore plus large et prend en compte tous les critères de durabilité. On a d'autres éléments encore dans le standard Minergie. J'aimerais parler juste encore du standard Minergie Eco, qui est un complément qu'on peut rajouter à chacun des standards de base qui qualifient la performance énergétique. J'ai encore un slide sur Minergie Eco, mais chez Eco, on s'intéresse vraiment aux questions de santé et aux questions de matérialisation, donc énergie grise, émissions grises en particulier, et aussi d'éviter toutes sortes d'émanations toxiques avec les matériaux de construction qu'on met en œuvre. Et finalement, ce qu'il y a de plus ambitieux, c'est vraiment de combiner ces standards de performance énergétique avec le complément Eco, visé par exemple du Minergie P Eco, du Minergie A Eco, et c'est quelque chose qui a beaucoup de succès, notamment dans le domaine public, dans tout ce qui est scolaire, pour qu'on mette à disposition de nos enfants un environnement qui soit le plus sain possible. Je poursuis avec quelques éléments sur lesquels on a travaillé par rapport au renforcement de nos exigences auxquelles on a procédé l'automne dernier. On a renforcé nos exigences par rapport au solaire photovoltaïque avec l'exigence désormais de couvrir l'intégralité de la toiture avec du photovoltaïque.
On a renforcé nos exigences par rapport aux émissions grises. Il y a désormais une valeur limite à respecter. Donc les émissions grises, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ont été générées pour la production et la mise en œuvre de tous les matériaux de construction. Du moment que chez Minergie, on est entièrement décarboné en matière d'approvisionnement énergétique, l'autre gros enjeu par rapport au gaz à effet de serre, c'est de diminuer ces émissions pour tout ce qui est matérialisation. Et il y a désormais une exigence à respecter par rapport à ça. Troisième enjeu, la protection thermique estivale, parce que malgré tous les efforts qu'on va pouvoir faire en termes de réduction de nos émissions de CO2, le climat se réchauffe et avec Minergie, on a la promesse d'avoir un confort thermique estival qui est plus élevé que la moyenne et désormais la nécessité de prouver qu'effectivement on n'a que très peu de surchauffe en été dans un bâtiment Minergie avec un climat que Météo Suisse projette pour le futur, en l'occurrence avec le climat qu'on aura en 2035. Et ça, c'est l'exigence qui a probablement le plus d'impact architectural sur la conception de bâtiments Minergie à l'avenir. Et le dernier point, on continue à renforcer les exigences qu'on a par rapport à la décarbonation, isolation thermique du bâtiment qui est renforcée d'environ 10%, les enjeux autour du monitoring, la nécessité de suivre la consommation d'énergie, de l'afficher et puis de permettre du coup aussi l'optimisation énergétique, donc de s'assurer que le bâtiment performe aussi bien que ce pourquoi il a été planifié, et des exigences renforcées aussi en matière de mobilité électrique, donc une prédisposition des bâtiments Minergie pour la mobilité électrique qui est encore renforcée. On a fait la même chose aussi pour la rénovation. Vous voyez un peu, on traite des mêmes sujets mais de manière allégée. On essaye avec Minergie aussi de promouvoir un maximum aussi d'efforts dans la rénovation, bien que là, comme je l'ai dit avant, dans cette logique de famille des labels, on a vraiment le CECB qui s'adresse et qui est vraiment l'instrument qui est le moteur de la rénovation énergétique, alors que Minergie, on traite plutôt effectivement de nouvelles constructions, même si c'est quelque chose qu'on essaye toujours de faire évoluer et qu'on essaye de mettre en avant aussi dans la réno. J'ai parlé brièvement de Minergie Eco. Je vous ai dit quel était l'enjeu de base de Minergie Eco. On a évolué aussi par rapport au sujet qu'on va traiter là dans ce standard. En l'occurrence, on a intégré maintenant des enjeux autour de l'activité physique, donc de la lutte contre la sédentarité. Vous voyez que ça va un peu plus loin que les exigences en matière de performance énergétique et de CO2, puisque c'est devenu aussi un enjeu de santé publique majeur. Et l'autre sujet qu'on introduit avec Minergie Eco, qu'on reprend après aussi dans le SNBS, vous le verrez, c'est toute cette notion d'économie circulaire et d'essayer de faire en sorte que plutôt que d'avoir ce cycle de vie qui se termine en décharge, d'avoir un cycle de vie de matériaux qu'on puisse réutiliser le plus possible. Et on a toute une série d'incitations par rapport à ça dans Minergie Eco et après de manière encore plus renforcée dans le SNBS. J'ai parlé de Minergie quartier, c'est quelque chose qui est accessible à partir de 2 bâtiments. Il faudra que les 2 bâtiments sur le quartier soient aussi certifiés Minergie à partir de 3000 m² de surface de référence énergétique. On a des exigences autour de la gestion du quartier, en particulier donc le suivi de la consommation énergétique, l'optimisation de l'autoconsommation également, des enjeux autour des émissions de gaz à effet de serre évidemment, et puis j'en ai parlé avant à titre d'exemple, des enjeux autour du confort et de l'adaptation au réchauffement climatique de toutes les zones autour des bâtiments, avec de l'arborisation, avec des questions de gestion d'eau ou aussi avec des questions de mobilité. Voilà, j'arrive au bout de ma petite présentation et j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Martin qui va vous parler du SNBS, qui est vraiment le scope de durabilité complète qui prend en compte l'intégralité des critères qu'on peut imaginer par rapport à ça. Martin. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour présenter la partie labellisation. Donc sur cette partie labellisation SNBS pour le bâtiment et pour les quartiers. Je trouve intéressant avec cette première slide qui est un peu publicitaire pour Amshani Walter de revenir sur
la construction d'un bâtiment par le maître d'ouvrage. Donc, lorsque le maître d'ouvrage souhaite concevoir un bâtiment, il a besoin globalement d'un architecte, il a besoin d'un ingénieur civil pour évaluer la statique, mais il a aussi besoin d'un bureau d'études qui puisse le concevoir, la partie technique. Vous l'avez vu dans la présentation précédente d'Olivier Maillet que réaliser un label, c'est beaucoup de calculs au niveau de la production de chaleur, au niveau des performances, du photovoltaïque. Et on voit que ce sont beaucoup d'éléments techniques et c'est assez naturellement que les bureaux d'ingénieurs en Suisse ont pris le lead sur le suivi et la réalisation des labellisations comme Minergie ou SNBS. Vous avez déjà vu cette slide, pour moi elle est très intéressante, la jungle des labels. On voit que les labels, ils ont vraiment été créés depuis les années 90, donc même après les premiers chocs pétroliers. Et il y a eu vraiment une évolution de ces labels qui se sont focalisés premièrement sur la partie énergétique et puis après qui se sont gentiment ouverts à d'autres aspects comme des aspects sociétaux ou des aspects économiques. Ce qui est intéressant avec le SNBS bâtiment, c'est qu'il est généraliste. On a vu précédemment avec Minergie et la famille Minergie, on est vraiment focalisé sur la consommation, sur le type de production énergétique. Et puis avec le module éco, on a déjà des paramètres sociétaux, on a déjà des éléments au niveau de l'acoustique, on a une ouverture au niveau des sujets à analyser pour améliorer le bâtiment au niveau de la durabilité. Ici, vous voyez ce fameux graphique où on arrive à avoir de la durabilité uniquement si on arrive à équilibrer les différents aspects environnementaux, sociétaux et économiques. Et c'est un des points forts justement du SNBS, c'est de prendre ces trois piliers du développement durable et d'en faire une analyse pour votre bâtiment. C'est-à-dire que chaque bâtiment qui va être certifié SNBS va passer sous la moulinette de certaines questions, de certains sujets qui traitent ces trois piliers du développement durable. Vous voyez ici, je ne sais pas si c'est tellement lisible depuis le fond de la salle, mais globalement, on a trois domaines qui sont représentés par trois couleurs différentes. On a un domaine sociétal qui est représenté en rouge, qui va analyser comment le projet il est présenté, comment il est même mis au concours par rapport aux spécialistes, comment on va le concevoir au niveau urbanisme, au niveau architecture, l'adaptabilité pour les personnes à mobilité réduite, différents sujets aussi sur le microclimat, qui est un sujet clé pour les labels, et des éléments sociétaux, la lumière du jour, l'acoustique et ce type de sujet. On a un autre domaine qui est en bleu. Le bleu, c'est la partie économique. Donc, l'intérêt aussi d'un label, c'est d'équilibrer les différents aspects avec la notion économique. Dans un label standard, on va pouvoir améliorer le bâtiment jusqu'à mettre 5 mètres d'isolation sur le mur pour avoir la valeur U la plus basse. Mais on voit que c'est une aberration, donc ça ne sert à rien. Les derniers centimètres ou les derniers mètres, si je dis 3 mètres d'isolation, ne servent à rien. Du coup, il y a un équilibre entre combien je vais payer et comment je vais améliorer mon bâtiment. Et donc, le SNBS, il prend en compte certains de ces éléments économiques pour faire un projet équilibré. Et finalement, vers la partie environnementale, qui est le cœur des différents labels en Suisse, où on va analyser les impacts de la construction en termes de carbone, comme ça a déjà été mentionné, mais également pour l'exploitation et pour la mobilité. On va aussi regarder au niveau du lieu du bâtiment, quel est l'impact sur la nature, sur la faune, sur la flore. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces trois domaines. C'est un peu un label où on peut simplifier en disant c'est 100 questions qui vont être posées pour améliorer la durabilité du bâtiment. On voit qu'on a 98 grandeurs, donc il y a quelque part 98 questions qu'on va poser à l'architecte, au maître d'ouvrage, aux différents spécialistes pour améliorer la durabilité du bâtiment. Au niveau du SNBS, il a un fonctionnement avec différents grades, donc on peut faire un label SNBS
à plusieurs niveaux. Si on veut faire vraiment un SNBS basique, on va pouvoir rechercher le label argent du SNBS. Puis on peut améliorer sur les 100 questions qu'on va poser. Plus on y répond positivement, plus on va améliorer le score et on va pouvoir atteindre un label gold, voire platine si on est vraiment très très bon. Le SNBS, il fonctionne comme une note, c'est très scolaire. Dans le canton de Fribourg, si ça n'a pas changé, c'est toujours entre 1 et 6. C'est la même chose pour le SNBS. On va noter tous ces critères avec une note de 1 à 6, 6 étant la meilleure note. Et puis, pour avoir un niveau platine, par exemple, il faut une moyenne de 5,5. Les avantages du SNBS, c'est que c'est parti d'un partenariat privé-public qui a été développé en Suisse. Donc, c'est vraiment adapté par rapport aux normes de construction suisses, aux normes SIA, et donc conçu pour le marché suisse. On a également la possibilité de comparer ça avec des exigences plus générales au niveau européen et aussi, même si ce n'est pas indiqué sur cette slide, aussi sur les paramètres ESG pour ceux qui sont familiers avec ça. Comme Olivier Meillet l'a présenté dans la partie précédente, la famille Minergie a beaucoup de labels différents. Il faut savoir que SNBS est très compatible avec cette famille Minergie, puisque si un bâtiment est certifié Minergie ou Minergie Eco, il y a des critères qui sont automatiquement remplis pour le label SNBS. Donc il y a vraiment une très bonne adéquation et c'est aussi probablement une des raisons pour laquelle l'association Minergie et Action gère aussi, pilote aussi les labellisations SNBS. Il y a également la possibilité d'avoir des subventions, comme l'a précisé Serge Boschung, c'est un label qui est soutenu par la Confédération et du coup qui est aussi possible d'aller rechercher des subventions avec cette certification. J'ai encore une slide pour le SNBS quartier. Donc, comme il a été présenté au début de cette séance, on a différents outils et on a aussi des outils qui servent pour les quartiers, pas uniquement pour le bâtiment. Donc, certains connaissent peut-être le site de 1000 watts, donc qui est abandonné au profit du Minergie quartier et du SNBS quartier. J'ai encore une slide sur le SNBS quartier. Donc l'idée, c'est de regarder vraiment au niveau macro, au niveau du quartier, comment on peut améliorer la situation au niveau de la durabilité. Donc les critères pour réaliser un SNBS quartier est d'avoir au moins 2 bâtiments sur le lieu et puis 2 affectations minimum et au moins 10 000 mètres carrés. Et vous pouvez voir avec la slide qu'on va regarder vraiment les éléments au niveau du quartier, c'est-à-dire l'accessibilité au transport public du quartier, les différents espaces extérieurs qui se trouvent entre les bâtiments, la mobilité douce. On va aussi promouvoir la mobilité électrique et des synergies. Il faut savoir aussi que lorsqu'on fait un SNBS quartier et puis qu'on le labellise, ça va simplifier également la certification de SNBS bâtiment. Ce n'est pas une obligation d'avoir des SNBS bâtiments à l'intérieur du quartier, mais par contre, lorsqu'on a le quartier qui est certifié SNBS, chaque bâtiment qui se trouvera à l'intérieur aura des facilités puisque des notes seront automatiquement répondues grâce à la labellisation SNBS quartier. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ma partie. Je vous remercie pour votre attention et puis j'aimerais présenter Francine Wegmüller qui est spécialiste en durabilité dans le bureau Weinmann Energie à faire la suite de la présentation. Merci. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, apparemment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est aussi pour moi un plaisir de parler avec vous aujourd'hui et de vous présenter l'un cas pratique qui est le quartier de l'Étang à Vernier, qui a été certifié SNBS quartier. Un petit peu d'historique. Le quartier de l'Étang à Vernier, il était certifié dans un des labels La Salade, développé par l'Office fédéral de l'énergie à partir de 2015 et qui a disparu ou qui a été remplacé soit par Minergie quartier ou SNBS quartier.
de par la diversité des thèmes qui étaient traités dans le label précédent, c'est tout naturellement que le quartier s'est tourné vers SNBS Quartier pendant la phase pilote, avec un calendrier qui était très serré, je vous en parlerai plus tard. Donc le quartier de l'Étang, vous avez ici une image qui est un quartier relativement dense, grand, sur la commune de Vernier, donc à proximité de l'autoroute, du chemin de fer et de l'aéroport, donc qui se retrouve en fait dans un contexte périurbain, initialement en zone industrielle. Et tout le projet, toute l'ambition du projet, c'était de créer en fait une ville dans la ville, de proposer une mixité sociale et générationnelle, une mixité programmatique. Il y a 11 hectares en fait de quartier, donc 110 000 mètres carrés, et il y a 250 000 mètres carrés de surface de plancher qui ont été construits. Pour rappel, une villa, une grande villa, Cossus, c'est 1000 fois moins, pour imaginer. Et il y a passablement de sous-sol également. Il y a 3 îlots de logement, c'est-à-dire qui combinent à la fois des PP et du locatif, qui soit en logement subventionnés ou en logement libre. Il y a 3 îlots d'activité qui sont en fait des immeubles où il y a des bureaux, il y a des commerces, il y a un centre aussi de loisirs et finalement un équipement public qui est une école et un centre socio-culturel géré par la commune. Il y a eu différents enjeux au niveau du quartier. D'une part, la mise en œuvre, comment mettre en œuvre la durabilité. Il y a eu aussi des enjeux architecturaux, parce que c'est très dense, hein, vous l'avez vu, il y a une densité de pratiquement 2-3. Comment on réussit enfin à donner une impression quand même d'espace. Et la solution qui a été trouvée, c'est des socles rez-de-chaussée plus 3 étages qui sont continus, qui sont assez grands, avec des émergences qui sont en ré plus donc 4 ou 5 niveaux d'émergence, qui permettent en fait d'écarter l'espace entre les bâtiments, d'offrir de la vue, d'offrir un peu un peu de respiration. Et aussi toute une réflexion au niveau du parking souterrain. Genève reste un bastion de la voiture malgré l'offre en transport public. Il y a eu une réelle réflexion pour diminuer le nombre de places de parking, pour favoriser la mobilité douce et aussi l'utilisation du vélo. Donc il y a nettement plus de vélos que de voitures. Il y a 2 lignes de tram qui passent à proximité et des bus. Là. Donc le projet initial, comme vous le voyez, c'était une zone artisanale avec des parkings, avec des garages et puis un bowling. Et il y a eu un grand projet en fait de reconversion de ce quartier. Vous allez le voir. Qui va être transformé en fait avec les différents îlots. On voit ici un des îlots qui est très très grand, un deuxième avec commerce et activité, des bureaux ici avec en fait la ligne de train à proximité avec des riscopames. Donc en fait c'est un bâtiment qui fait écran au reste du quartier. Il fait aussi écran vis-à-vis du bruit, parce qu'en fait quand on se retrouve dans le quartier d'habitation, c'est-à-dire dans cette partie-là, c'est extrêmement calme. Donc ici, il y a vraiment une densification dans un milieu qui est un peu mixte avec des petites constructions, mais aussi des constructions plus importantes.
Au niveau des travaux, c'est une particularité. Il y avait au départ, ou disons l'initiateur, il y avait un seul investisseur, ce qui fait qu'il y a eu le projet s'est réalisé en une seule fois. Ça veut dire que sur l'ensemble du site, vous voyez ici une image du chantier. Il y avait les 7 îlots ont été construits en même temps. Il y avait jusqu'à 19 grues. Donc logistiquement, c'était un réel enjeu. Et ça a été construit en 5 ans. Quelques images du chantier avec la construction des tours. C'est extrêmement, disons, impressionnant quand on voit le quartier avec les échafaudages. Une fois que les échafaudages sont enlevés, en fait, on retrouve cet espace de liberté. Je vous engage à aller voir le quartier. Et finalement, quelques points d'un point de vue de la durabilité dans le sens du quartier. Je ne vais pas vous faire une énumération des différents indicateurs, hein, mais quelques points forts. La collaboration et le dialogue, c'est vraiment un dialogue entre le développeur du projet, la commune, et puis les associations. C'est un quartier qui a relevé ou qui a eu très très peu d'opposition et qui a pu se réaliser grâce justement à ce dialogue avec les associations et autres. Aujourd'hui encore, cette culture du dialogue est conservée avec le pôle socioculturel qui met à disposition des éducateurs, mais aussi des personnes de référence, et la commune qui met en place ce qu'elle appelle un contrat de quartier, c'est-à-dire un budget qui est à disposition des habitants du quartier pour les habitants du quartier pour mettre en place un certain nombre de projets avec un soutien pour la mise en place de ces projets. La mixité à la fois en typologie d'utilisateurs mais aussi d'usage, puisqu'on a des activités économiques avec des bureaux, avec des commerces, avec des restaurants, avec des loisirs et les mixités intergénérationnelles. Ici, quelques éléments. Vous voyez ici le quartier avec, disons, plus d'ouverture au niveau des bâtiments dans un des squares, donc une des places de jeu. Un marché qui a lieu chaque semaine et le Gigatrium qui est l'école en fait du quartier de l'Étang, avec également une des plus grandes crèches du canton et le centre socio-culturel, un dojo enfin, qui a vraiment un programme destiné à l'ensemble des habitants de Vernier, mais qui est principalement utilisé par les gens du quartier. Les aménagements extérieurs, hein, ils paraissent ici un peu, les arbres sont petits, mais il faut imaginer que ces arbres, ils ont été plantés il y a une année. Donc, c'est des bébés aménagements extérieurs. Il faut revenir dans 10 ans, dans 15 ans. Mais on voit déjà qu'il y a une arborisation, il y a de l'ombre, elle va s'améliorer. Il y a des places de jeu, il y a du mobilier urbain qui est disponible. C'est un des avantages, en fait, que le quartier se soit réalisé en une seule fois, c'est que les aménagements extérieurs sont tous livrés, ils sont tous finis. Ils font l'objet d'une convention entre la commune et le quartier pour l'entretien. Donc l'entretien en est assuré, etc. également. Au niveau de la mobilité, donc comme je vous le disais, il y a un parking mutualisé qui a permis de diminuer de 20% le nombre de places de parc par rapport et autres. Il y a tout l'intérieur du quartier, on va dire, d'habitation est sans voiture, c'est-à-dire qu'on peut y circuler, c'est utilisé par les enfants pour jouer et autres, avec typiquement aussi des passerelles pour gérer les différences de niveau, des logements parking ou parking vélo dans tous les bâtiments, plus un local séparé, ainsi que du parking vélo, enfin un peu partout à l'extérieur, à proximité des entrées des bâtiments. Finalement, au niveau de l'énergie, il y a différents aspects, que ce soit Olivier ou Martin, ils vous ont parlé de l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie grise des bâtiments, l'énergie qui est dans les matériaux de construction. Le
quartier il a été construit en 2017, donc il y a encore beaucoup de béton. Les pratiques ont passablement changé depuis, mais cet aspect-là a aussi été contrôlé selon les nouveaux standards SNBS quartier, et les exigences sont respectées grâce notamment à la taille des bâtiments et aussi à la réduction des sous-sols pour le parking. Au niveau de l'énergie, la taille du quartier a permis en fait l'extension, ou disons a motivé l'extension du chauffage à distance ou du nouveau chauffage à distance du canton de Genève, qui utilise l'eau du lac, Génilac, qui utilise l'eau du lac en fait pour alimenter des pompes à chaleur, et qui va permettre en fait d'avoir à terme, ils sont toujours en train de poser les tuyaux, qui permettra à terme d'avoir une énergie qui est 100% renouvelable et surtout sans énergie fossile. Voilà. Je vous parlais du calendrier. Donc on a travaillé pendant la phase pilote, hein, parce que finalement développer un nouveau label, c'est aussi un enjeu pour trouver le bon curseur. Hein. Et on a eu le plaisir, l'honneur en fait de recevoir pour le quartier de l'Étang le premier certificat SNBS quartier le 15 septembre de l'année passée, c'est-à-dire 3 jours après la publication du nouveau label. Voilà, j'ai le plaisir de passer, merci beaucoup pour votre attention, j'ai le plaisir de passer la parole à Marc Chauffat, qui est responsable stratégie dangers naturels à l'ECA. Merci beaucoup. Bonjour Madame, Messieurs. Merci de donner la parole. L'ECAB est très reconnaissante de pouvoir intégrer ce débat de professionnels, d'experts. Ma venue est quelque peu incongrue dans ce panel de spécialistes dans le domaine des labels. Mais vous verrez, mon but tout d'abord est de pouvoir vous présenter un cas d'application de synergie possible avec ces labels, les opportunités qu'ils créent. Et deuxièmement, finalement aussi peut-être de m'inscrire un petit peu en challenger par rapport à certaines notions qui ont pu être présentées, étant donné que je suis externe plutôt à cette notion de label, mais la possibilité d'être plutôt challenger sur des notions comme l'énergie grise qui a été beaucoup citée jusqu'à maintenant. Alors, non, c'est dans l'autre sens. C'est clair, on est ici dans un débat qui touche de manière très proche l'aspect des rénovations, et les rénovations, de manière générale, sont un véritable enjeu pour les propriétaires et pour une institution comme celle que je représente aujourd'hui, pour un assureur monopolistique qui assure l'ensemble des bâtiments. Les rénovations sont un enjeu et sont massives dans le canton depuis de nombreuses années. Vous voyez ici les données qui ressortent de nos bases de données, qui sont des données donc exhaustives sur l'ensemble du portefeuille, où on voit que le canton rénove de manière massive dans certaines régions. On a certains hotspots qui ressortent, qui sont très importants. Forcément, là, bien sûr, où on a des villes, où on a des zones denses et qui nécessitent un certain nombre de rénovations au niveau du parc immobilier. Mais de manière générale, on voit qu'on a aussi certaines régions sur lesquelles les investissements ont été très importants. Donc on le voit depuis 2008, depuis 2010, on a triplé le nombre de rénovations annuelles dans le canton. Donc non seulement on rénove beaucoup, mais on le voit sur l'autre schéma, on rénove aussi de manière massive, financièrement de manière massive. On injecte beaucoup plus d'argent dans les rénovations de manière générale. On voit notamment le saut à partir de 2017 et l'introduction du programme bâtiment qui a généré non seulement beaucoup plus de rénovations dans le canton, mais surtout des apports massifs d'un point de vue financier, des investissements beaucoup plus importants. Alors, on peut voir de deux manières cet aspect, de manière optimiste. C'est ce choix qu'on fait, en tout cas au niveau de l'ECAB. C'est une bonne chose que de rénover, c'est une bonne chose que d'améliorer les bâtiments. C'est surtout pour nous une opportunité d'avoir un contact avec le propriétaire, puisque c'est un moment où il va réinterroger certains aspects de son bâtiment. On va à ce moment-là pouvoir amener un certain nombre de discussions par rapport à la sécurité de son bâtiment. Forcément que l'évolution doit être positive. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de cette évolution à partir du moment où la tendance de la sinistralité que vous voyez ici dans le domaine des dangers naturels est largement haussière. Je ne vais pas venir ici sur ce débat de l'impact des forces de la nature sur le portefeuille bâti. Vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers temps. Vous allez encore beaucoup en entendre parler. Tout le monde a conscience que des événements de forte intensité peuvent survenir dans toutes les régions de Suisse. Tous les bâtiments sont concernés.
Mais en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que d'une part, au niveau de la protection incendie, on a une large diminution de la sinistralité, ce qui montre que les effets de la prévention depuis le début des années 90 a porté ses effets, porté ses fruits, et que d'un autre côté, on a une très forte dérégulation par contre et une très forte tendance haussière de la courbe de la sinistralité induite par les dangers naturels, les forces de la nature de manière générale. Donc maintenant, la question qui se pose, dans une vision qui est encore assez peu claire au niveau de la tendance, on a une tendance haussière, on a des années catastrophistes qui se succèdent à des années beaucoup plus calmes, mais quelle sera la tendance dans les années prochaines? Et si on revient maintenant sur cette évolution depuis 2017 et ces apports massifs dans le domaine de la rénovation énergétique, quel impact cette rénovation aura notamment par rapport à la qualité de ce qui est fait? Est-ce que la qualité des rénovations permettra une diminution de la tendance haussière, ou en tout cas une accalmie de la tendance haussière de la sinistralité dans le canton? On peut se poser la question. En tout cas, on peut partir de manière très optimiste si on en croit les théories économiques qu'on pourrait relever. Moi, quand j'étais dans mes cursus universitaires de l'époque, on m'avait appris cette notion de l'homo economicus, qui est cet être génial, 100% rationnel par rapport à ses dépenses, 100% rationnel par rapport à l'utilisation de ses ressources. Et si l'homo economicus rénove aujourd'hui, on peut partir du principe qu'il va rénover de manière efficiente, donc de manière solide et sécuritaire vis-à-vis de son bâtiment. En l'occurrence, le schéma qui est en dessous nous démontre que l'homo economicus peut-être a quand même des doutes par rapport à la qualité de ces aspects-là et de l'efficience de ces investissements. Parce qu'on le voit, c'est un sondage MIS Trend qu'on a réalisé tout récemment auprès d'un panel de propriétaires. De manière générale, les propriétaires sous-estiment la vulnérabilité de leurs biens, sous-estiment l'exposition de leurs biens aux dangers naturels. On a à peu près moins d'un tiers des propriétaires qui pensent que leur bien est exposé à un phénomène naturel, alors qu'à contrario, 100% des bâtiments du canton sont exposés à des phénomènes comme la grêle ou la tempête. Donc non seulement on a une méconnaissance de cet aspect-là, et on peut dire aussi qu'on a un certain nombre de biais cognitifs qui font aujourd'hui qu'on ne pense pas forcément à ces notions de sécurité du bâtiment quand on rénove. Notamment le fait qu'on part du principe qu'on est en Suisse, que les bâtiments sont solides, qu'ils ont été validés par un permis de construire, donc forcément ils seront résistants, puis qu'en principe ça arrive plutôt aux autres, et que en principe ma rénovation est bien faite parce qu'elle considère les aspects énergétiques et l'état de la technique, donc a priori ça devrait bien se passer. Donc toutefois, si on se met un petit peu de côté par rapport à tous ces biais, on peut penser que l'homo economicus aujourd'hui ressemble peut-être plutôt à la dernière image que celui qu'on m'a appris il y a quelques années. Parce qu'une rénovation énergétique, c'est ce qu'on souhaite mettre en avant, une rénovation énergétique ne peut être durable que si elle considère l'efficience énergétique, mais aussi la durabilité des matériaux choisis. On le voit ici dans une extrême simplification d'un calcul d'investissement. Un propriétaire qui va investir un certain montant, réaliser des travaux, va faire un calcul économique qui va lui donner une certaine durée d'investissement avant un retour d'investissement qui peut être calculé ici si on a un investissement autour des 100 000 francs sur une économie de 5 000 francs par année. Il lui faudra une vingtaine d'années pour retrouver une rentabilité à son investissement. En l'occurrence, ce calcul théorique fonctionne, sauf si, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on a un événement comme Bulle 2021, mais comme finalement des événements qu'on a chaque année, un événement de grêle, qui va produire une sinistralité très importante. Et reprenons notre exemple de bâtiment avec un investissement de 100 000 francs. Si on a à un moment donné un événement de grêle qui va mettre à mal les différents aspects de la rénovation, notamment les façades, les pompes à chaleur qui peuvent être grêlées, qui peuvent être aussi submergées en cas d'eau de ruissellement, eh bien, les investissements ne seront plus forcément rentables parce qu'on le voit que la courbe sera totalement différente, puisqu'au bout de 5 ans, si on a ce gros impact qui nécessitera finalement des travaux, on peut le voir d'un point de vue économique, mais on peut aussi le voir d'un point de vue écologique, la rentabilité de l'investissement de départ non seulement sera beaucoup plus longue, mais peut-être ne se fera pas parce que une récidive d'événements est probable et peut avoir lieu plusieurs fois. Donc on le voit, la rentabilité économique de l'investissement de la rénovation passe
à un moment donné par des choix de matériaux qui sont importants. On a beaucoup parlé aussi de l'énergie grise au moment de la rénovation, au moment de la construction. Mes co-intervenants ont mentionné plusieurs fois cet aspect. Nous, ce qu'on met en avant aussi, c'est le fait que l'énergie grise peut être largement produite une fois la rénovation réalisée. Et c'est un élément qu'on suspecte depuis de nombreuses années, qu'on essaie de mettre en avant dans nos arguments. Aujourd'hui, on a voulu arriver avec des chiffres quantifiés. On a réalisé une étude avec un bureau d'études, la société Earth Action, qui nous a donné, à qui on a donné accès à nos bases de données en termes de sinistralité, qui a fait des calculs par rapport à des événements passés dans le canton, notamment l'événement de Bulle, et qui nous a permis de quantifier le bilan carbone finalement de la sinistralité. Et les chiffres sont beaucoup plus parlants que ce qu'on a pu imaginer jusqu'à maintenant, sont beaucoup plus forts que ce qu'on a pu imaginer jusqu'à maintenant, parce que finalement, l'impact du changement des matériaux, le changement des stores grêlés, le changement des façades rénovées grêlées, le changement des pompes à chaleur qui auraient pu être sinistrées après quelques années, si c'est des matériaux qui ne sont pas choisis de manière résistante, produisent un bilan carbone assez désastreux. Pour exemple, on sait maintenant que chaque franc investi dans une mesure de prévention permettra d'économiser 0,2 kg de CO2. Donc chaque 5 francs investis permet d'économiser 1 kg de CO2. Donc si on reprend l'événement de Bulle, par exemple en 2021, l'événement de Bulle de 2021 qui a produit 110 millions de dommages dus à des événements de grêle, si les mesures qu'on met aujourd'hui en avant, que je vous illustre tout à l'heure, nous permettent d'économiser 10% de la sinistralité, donc à savoir 10 millions. Si on avait pu économiser 10 millions en 2021, on aurait pu économiser 2000 tonnes de CO2. Tout en sachant qu'un Européen moyen consomme aujourd'hui 8 tonnes de CO2. Ces 10% d'économie en matière de mesures de prévention nous auraient permis d'économiser plus de 2000 tonnes de CO2, ce qui correspond à 9 millions de kilomètres en voiture thermique. Ça correspond à peu près à 180 000 kilomètres d'aller-retour Bulle-Fribourg. 180 000 aller-retour Bulle-Fribourg. Donc on voit que cette énergie grise, elle n'est pas seulement suspectée, elle est importante et la sinistralité a un impact important sur cette notion. Voilà, je vous ai dit que j'étais ici pour surtout illustrer une utilisation des labels et les opportunités que l'évolution des labels et la création de la famille des labels nous apporte. Je vous montre ici un cas d'exemple qu'on a développé, qu'on a dévoilé cette semaine, qui est d'ailleurs présent sur le stand du service de l'énergie, une collaboration avec le service de l'énergie, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir ouvert les portes sur cette thématique sensible, où l'ECAB va maintenant interagir avec le propriétaire et le soutenir financièrement de manière importante sur le choix de ses matériaux et sur la sécurité de ses bâtiments en complément au programme bâtiment. C'est une action qui démarrera à partir du 1er juin. Grosse erreur de communication sur ma slide. À partir du 1er juin, une action qui commencera le 1er juin qui aura pour durer fin de durée à partir du 31 décembre 2026, mais qui pourra être réinterrogée à ce moment-là. Le but, c'est vraiment de pouvoir encourager les propriétaires à rénover de manière énergétique efficiente et de manière durable en choisissant des matériaux qui permettent d'assurer cette durabilité sur certains éléments clés qui sont facilement compréhensibles et facilement intégrables dans les rénovations. Donc l'objectif, c'est vraiment de doubler les taux de subvention de l'ECAB et de pouvoir offrir aux propriétaires un conseil plus pertinent aussi sur ces notions de rénovation énergétique. Je vous montre un petit exemple ici de l'application. Je ne sais pas si la vidéo fonctionne. On n'a pas de son. Si on n'a pas de son, je vous le fais en playback. Je connais le texte. Alors, je vous le fais en playback, c'est pas grave, on va gagner du temps. Tout ça pour vous dire que je présente ici le fait qu'on utilisera dorénavant les ressources à disposition proposées par le programme bâtiment et notamment le label CECB qui nous permet d'utiliser les experts CECB dorénavant pour pouvoir offrir un premier niveau de conseil aux propriétaires et pouvoir les diriger ensuite vers le programme de subventionnement de l'ECAB. Donc les experts CECB en tant que tels, dans le canton de Fribourg, vont pouvoir proposer une analyse aux propriétaires. Là, l'explication qu'ils vous ont donnée, c'est la formation qu'on a donnée à ces experts CECB. On a aujourd'hui une 60aine d'experts CECB formés à cette prestation et qui vont pouvoir, à partir du 1er juin, offrir ces services aux propriétaires de bâtiments. On continue les formations, on part du principe que déjà, on a déjà pratiquement la moitié des experts CECB du canton qui sont formés. On va pouvoir continuer à les former ces prochains temps et on espère qu'un maximum d'analyses CECB pourront inclure cette notion
de danger naturel et que le propriétaire aura plus de renseignements sur cette notion de danger naturel. Donc voilà, c'est une utilisation d'un cadre existant, celui du CECB, celui du programme bâtiment proposé par le service d'énergie du canton de Fribourg. C'est une prestation qui est gratuite pour le propriétaire, c'est important, ce n'est pas un cumul pour lui d'investissement, ce n'est pas une tâche supplémentaire qu'il doit réaliser. Le but, c'est de pouvoir s'intégrer au maximum dans cette analyse. L'ECAB finance l'expert CECB de manière directe, ce n'est pas le propriétaire qui le finance. Et c'est finalement une possibilité supplémentaire de service aux clients dans une approche holistique du bâtiment. C'est vraiment le créneau qu'on souhaite mettre en avant, c'est vraiment une approche globale du bâtiment et de pouvoir proposer un certain nombre de prestations à ce niveau-là. L'analyse en tant que telle par l'expert CECB, qui n'est pas du tout une annexe au CECB, c'est un complément ECAB qui est fourni dans le cadre de l'analyse CECB ou en complément ou même à côté de l'analyse CECB. C'est un rapport ECAB en tant que tel qui est fourni et elle comprend une visite de terrain qui est en principe celle déjà réalisée dans le cadre de l'analyse CECB. Elle comprend la production d'un rapport numérique qui se veut vraiment simple et d'un conseil au propriétaire qui fait partie de la prestation. L'expert CECB en tant que tel fournira un conseil au propriétaire qui va pouvoir ensuite après être dirigé vers un niveau de conseil plus spécialisé sur le domaine en tant que tel de la protection des bâtiments et du programme de subvention de l'ECAB. La présence des labels, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous permet de nous appuyer sur des opportunités existantes, sur une structure qui fonctionne, qui est très connue. Je crois que la notion des labels aujourd'hui, notamment les aspects Minergie, CECB et autres, sont très connus des propriétaires, très connus du public. Donc c'est une opportunité pour nous de pouvoir s'intégrer là-dedans. Et l'évolution permet aussi une clarification et permet aussi de s'intégrer et d'utiliser les ressources à disposition. On a pu le faire il y a quelques années dans le cadre du label SNBS, où un chapitre danger naturel en tant que tel a été développé, ce qui nous a permis de pouvoir intégrer des notions très importantes comme les notions de ville-éponge ou les aspects de rétention des eaux. Donc une collaboration très importante et cette opportunité de développement avec le service de l'énergie démontre la possibilité d'avoir une approche holistique, une approche 360 degrés du bâtiment qui va au-delà des aspects d'efficience énergétique et qui permet d'avoir au propriétaire une vision plus globale de son bâtiment. Donc les solutions existent, elles passent par des collaborations, par l'intégration des pouvoirs publics autres que les uniques thématiques des services de l'énergie sur des notions qui sont très importantes et peut-être plus larges que l'efficience énergétique uniquement. Et rénover énergétiquement son bâtiment, ça, pour être durable, comprend aussi la notion de choix de matériaux pour éviter des productions d'énergie grise assez importantes suite à des dommages. Donc le but, c'est d'avoir une approche holistique du bâtiment. Et le point de vue, c'est de se dire qu'en hiver, il fait froid, donc on isole nos bâtiments, c'est quelque chose d'assez logique, mais de manière générale, on habite aussi dans un terrain assez hostile. La Suisse, de manière générale, est un canton alpin, subit de manière très forte les forces de la nature et a un portefeuille immobilier très impacté. Donc on devrait aussi avoir ce réflexe lors de construction, notamment dans le cadre de rénovation, de choisir des bons matériaux pour pouvoir assurer la pérennité de ces investissements. J'ai terminé ma partie, je redonne la parole à Sophia pour la suite du débat. Merci. Merci beaucoup à tout le monde, à tous et toutes les intervenants. Maintenant, comme promis, nous arrivons à la partie discussion, questions-réponses. Pour ouvrir cette partie, je vais d'abord repasser la parole aux intervenants, savoir s'il y a des questions qui souhaitent se poser entre eux, puis ensuite, ce sera à vous de poser vos questions, de partager vos réflexions, vos inputs. Donc, j'attends impatiemment tout ce que vous avez à dire, mais d'abord, est-ce que parmi les intervenants, les intervenantes, oui, quelqu'un souhaite prendre la parole ? J'ai une question. Voilà. J'ai une question à Olivier et à Serge. Quelle est la part des bâtiments en Romandie qui ont un CECB et quelle est cette part sur le canton de Fribourg ? J'arrive pas à dire exactement quelle est la part
mais disons, elle devient plus elle est assez importante par rapport aussi en Suisse aux autres cantons. Ça fait déjà un certain temps qu'on oblige le CECB dans différents secteurs, comme le remplacement ou le transfert de bâtiments, aussi pour le programme bâtiment. Olivier, toi, tu sais combien on en a aujourd'hui hein, en tant que responsable du... Pile, non, mais j'ai quelques éléments de réponse. On a 165 000 bâtiments qui sont classifiés avec un CECB en Suisse. La moyenne suisse, elle est d'environ 7% de notre parc immobilier qui est classifié. Et je ne connais pas le chiffre du canton de Fribourg, mais je connais celui du canton de Vaud. Et sur le canton de Vaud, il y a plus de 50% des bâtiments qui ont déjà été classifiés avec un CECB. J'ouvre aussi volontiers les questions en public. Il y a 2 micros qui circulent, il suffit de lever la main. Voilà, il y a une première question déjà. Bonjour, merci beaucoup pour toutes vos présentations. Joanne Vaucher, je suis chef de projet en développement durable pour le groupe JPF. Et j'ai une question concernant le label SNBS et notamment sur toutes les phases construction, phases de chantier. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner de ce que ça implique pour une entreprise de construction que d'être labellisée SNBS, donc peut-être utilisation des machines de chantier ou, j'en sais rien, production d'énergie sur site ou, voilà, ce qui est un peu derrière ces aspects-là? Alors, oui, pour les entreprises, pour le sujet chantier, donc il y a un thème spécifique dans le SNBS qui traite du point de vue du chantier. Pour synthétiser, les entreprises qui vont travailler sur le chantier devront utiliser des appareils qui sont faible émission au niveau de... Souvent, ce sont des appareils qui fonctionnent au diesel, donc là, il y a une obligation d'avoir des filtres, ce genre de sujet. Mais je dirais peut-être de manière un peu plus globale, il y a une attention particulière qui est faite sur la qualité de l'air. C'est-à-dire on a beaucoup de problématiques au niveau du chantier sur les poussières lors du sillage ou du travail pour la construction des bâtiments. Et donc là, il y a des aspects sur la protection des personnes sur les éléments de poussière. C'est-à-dire que chaque découpe, chaque élément doit être réalisé avec... des appareils qui récupèrent cette poussière et donc qui évitent de l'envoyer dans le bâtiment. Voilà quelques éléments de réponse. Je ne sais pas, Francine, tu peux compléter. Il y a aussi l'obligation, enfin non, c'est pas vrai, mais il y a aussi la valorisation de la création d'un plan de protection des sols, d'un plan de protection des eaux. Et je dirais, pour les grands projets, généralement, c'est fait automatiquement. Mais ça assure que ce soit fait dans les règles et qu'ensuite il soit mis en œuvre. Donc ça, je dirais, c'est des points positifs. En termes d'impact pour le chantier, c'est vrai que ça nécessite plus de suivi. On l'a vu dans la pratique ces 10 dernières années avec la mise en place d'éco. Les produits qui sont certifiés, qui ont peu de polluants, des choses comme ça, ils sont devenus une part notable en fait de ce qui est disponible, donc il n'y a plus vraiment de plus-value sur l'achat de marchandises. Par contre, le fait de faire respecter ces choix, l'absence de polluants et certaines pratiques sur le chantier, c'est délicat parfois. Un élément complémentaire par rapport aux aspects qui ont été relevés, on voit bien à quel point c'est important de prendre tôt la décision de vouloir construire dans ce sens-là ou pas, puisque c'est des éléments qui sont très en amont en fait et qui doivent être intégrés dès le début de la planification du chantier. Avec Minergie, les standards de performance énergétique pure, c'est quelque chose qu'on peut faire certifier après coup assez facilement parce qu'on va vraiment analyser le résultat final, tandis que dans Minergie Eco, dans le SNBS, il y a toute une série d'aspects procéduraux qu'il faut avoir pris en compte avant, sinon c'est très improbable qu'on ait respecté ces critères aussi. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Joëlle Loretan, je suis journaliste indépendante et je m'intéresse beaucoup à ces questions du bâti.
J'ai une question. Monsieur Chauffet, vous avez évoqué le souhait d'aller vers une approche holistique du bâtiment, avec notamment l'intégration des pouvoirs publics sur des notions plus larges que l'efficience énergétique. Or, je prends le cas du canton de Vaud, les constructeurs me remontent souvent le fait que les différents offices cantonaux se mordent parfois la queue. Entre le service de l'énergie qui accorde peut-être la pose de PV, ça transite par le service du patrimoine qui pose son veto, qui refuse. Je voulais savoir quel regard vous portiez là-dessus, quelles solutions vous envisagez. Je ne sais pas si sur Fribourg c'est la même situation ou pas. Et puis si vous pouviez avoir, je ne sais pas, l'un de vous ou l'une de vous, une influence là-dessus, si vous pouviez influer sur cette situation. Merci pour votre question. Je ne sais pas si je peux vous donner mon avis personnel ou celui de l'ECAB. Mais c'est une très bonne question et je pense que notre choix d'agir principalement sur l'incitatif par des subventions est très largement porté sur cette problématique-là, effectivement. Alors, en termes de collaboration avec les services de l'État, j'espère avoir mis suffisamment en avant la magnifique opportunité qui nous a été offerte par le service de l'énergie, qui s'est avéré être un partenaire fiable, ouvert, et qui nous a vraiment ouvert les portes de manière magnifique, dans une volonté d'approche holistique. Effectivement, on a vraiment pu faire ce qu'on souhaitait mettre en place avec eux. Donc, les collaborations entre services de l'État existent, et nous, en tant qu'établissement autonome, on peut profiter de cette cohérence. Donc c'est très bien. Maintenant, c'est vrai que je ne vous cache pas que notre choix de vouloir aller sur l'incitatif et non pas sur le contraignant, non pas sur le normatif non plus, parce que c'est vrai que l'aspect permis de construire pourrait freiner des fois cette approche, et en étant plus dans une approche bottom-up où le propriétaire va venir demander de l'aide financière ou sous forme de conseil est parfois beaucoup plus productive qu'une approche top-down où le propriétaire n'a pas le choix et doit succomber à cet aspect-là, avec des possibilités aussi de contradiction entre différentes législations. Donc là, on sort un petit peu du cadre légal. Bien sûr que toutes nos subventions sont légalisées, font l'objet d'une base légale, mais pas dans le cadre des permis de construire. Et typiquement, cette thématique des choix de matériaux, elle n'a pas besoin d'être portée au niveau du permis de construire. Qu'on mette une porte étanche ou qu'on mette une porte normale ne changera pas la notion du permis de construire. Donc on n'a pas forcément besoin de ces aspects-là. J'en ai pas parlé, mais on a aussi tout un volet en termes de protection incendie. Typiquement, les protections anti-feu sous les panneaux intégrés, les panneaux RF1 qui permettent une meilleure sécurité des panneaux intégrés. Typiquement, là non plus, ce n'est pas une question de permis de construire. Donc le but, c'est vraiment d'inciter les propriétaires, faire connaître nos subventions. Et c'est pour ça qu'on doit aujourd'hui sortir de nos bureaux pour promouvoir ces aspects de subvention, pour intégrer des labels existants qui ne passent pas forcément que par des bases légales et contraignantes sur lesquelles on peut avoir un certain nombre de barrières, c'est vrai, et qui ne sont pas toujours productives dans cette approche holistique du bâtiment. Tout à fait. Peut-être en complément par rapport à la coordination ou la collaboration entre les services. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans d'autres cantons, mais à quelque part, il y a toujours forcément parfois des contradictions entre certaines lois et les services. On est amené ou on est compétent pour l'application de nos dispositions et pas forcément pour la disposition qui est de la compétence d'un autre service. Et on discute souvent, en tout cas dans le canton de Fribourg, sur les cas particuliers où il y aurait des questions de réglage à mettre en place. Tout n'est encore pas réglé, ça c'est évident, et puis plus les lois évoluent, plus c'est compliqué de mettre ça en place. Mais voilà, c'est un fait, quelque part, que les cantons doivent régler à l'interne de leur organisation. On essaye de le faire au mieux, en tout cas chez nous dans le canton de Fribourg. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres cantons, mais s'il y a des situations qui sont conflictuelles, c'est bien déjà, qu'on les connaisse, et puis ensuite, on essaiera de faire le nécessaire entre nous, entre les services, pour essayer de coordonner toute cette situation pour pas qu'elle se reproduise sur la durée. Alors, une fois, deux fois, quelques fois, ça peut arriver. Quand c'est systématique, c'est un peu plus compliqué. Oui. Je peux peut-être donner un petit complément sur le canton de Vaud. C'est vrai que l'opposition énergie et patrimoine et historique est bien connue.
Mais en fait, les choses ont changé, puis elles n'ont pas été communiquées. Parce qu'en fait, Énergie et Patrimoine se rencontrent une fois par semaine pour traiter des dossiers. Et en fait, quand il y a une demande qui vient, qui implique un objet patrimonial, en fait, qu'on passe par Énergie ou qu'on passe par Patrimoine, ils vont en discuter ensemble. Alors, j'ai pas eu récemment de cas qui a été traité de cette façon-là, mais en tout cas, en termes d'organisation, ça a été mis en place et les situations devraient évoluer. Les pratiques ont changé, comme l'ont montré aussi le forum qui avait été organisé par la SIAVO il y a 2 ans et qui traitait d'énergie et de patrimoine sur 2 jours. Et j'espère justement que les standards contribuent à mettre en évidence ces conflits d'intérêts le plus tôt possible pour qu'ils puissent être discutés, parce que l'autre enjeu qu'il y a derrière cette coordination et cette pesée d'intérêts, c'est la temporalité, et de s'assurer que malgré tout, les permis de construire au final puissent être délivrés dans des délais raisonnables. Et j'espère que les standards contribuent dans ce sens à plus de transparence. Je permets encore juste de rebondir sur un point qui me paraît important pour le futur. Je pense qu'on a une véritable opportunité à travers les labels, mais aussi à travers la digitalisation qui va permettre une approche holistique beaucoup plus grande du bâtiment. On a aujourd'hui des solutions qui permettent une approche globale du bâtiment sur différents thèmes. Sans vouloir faire de publicité, on a notre partenaire, on a un stand ici juste derrière vous, qui est notre partenaire Maiki, qui est une solution digitale de gestion des bâtiments et qui permet justement une approche, alors là peut-être plus sur des aspects administratifs, mais une approche beaucoup plus globale du bâtiment pour le propriétaire qui a une porte d'entrée et qui voit les différentes thématiques. Donc je pense que la digitalisation aussi nous permettra d'évoluer dans cette approche holistique des bâtiments. Voilà, moi je voulais compléter un point parce qu'on a des réponses qui sont très justes et qui sont politiquement correctes. Moi je vais me permettre d'être un petit peu moins politiquement correct. Parce que je travaille sur le canton de Genève et je le dis, c'est une problématique claire aujourd'hui avec l'urgence climatique d'avoir un frein lié aux commissions d'architecture. Alors je m'excuse pour tous ceux qui prônent la conservation patrimoniale. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver et cet équilibre aujourd'hui il n'existe pas dans le canton de Genève où on a vraiment une prédominance de la partie architecturale, patrimoniale qui vraiment protège tout et des zones et qui empêche vraiment d'avoir des éléments techniques, photovoltaïques, thermiques ou des rénovations de bâtiments. Alors, où ça va un petit peu mieux, c'est qu'il y a eu quand même quelques changements ces derniers mois. Il y a également des discussions entre les services énergétiques et patrimoniaux qui permettent de résoudre les situations conflictuelles. Mais malgré tout, quand on a une séance avec un département de l'énergie et un département architectural, à la fin, il faut savoir aussi, c'est bien d'avoir une séance une fois par semaine, essayer de résoudre, mais si c'est toujours le même qui gagne, ok, on fait une séance une fois par semaine, on discute des problèmes difficiles, mais à la fin, on n'a peut-être pas d'équilibre. Alors, je peux vous informer en tout cas que dans le canton de Genève, on a des groupes professionnels dont je fais partie qui essayent justement de démontrer cette urgence climatique et puis un bâtiment d'habitat collectif qui a un béton lavé en extérieur qui est des années 70 et puis qui n'est pas du tout isolé, peut-être que l'argument de dire que ce béton lavé il est typique des années de construction n'est peut-être pas recevable pour empêcher une rénovation énergétique de ce bâtiment. Et en fait, je pense que la question elle est vraiment très légitime parce qu'aujourd'hui on doit retrouver un équilibre. Bien sûr, garder des bâtiments classés, protégés, c'est clair qu'on ne va pas emballer une église ou un bâtiment classé, mais pour énormément de bâtiments, on pourrait faire plus. Et je pense que c'est aussi le rôle des professionnels d'aller de l'avant et puis peut-être prendre quelques photos de certains bâtiments, de les encadrer, mais après vraiment d'activer et puis de travailler sur ces bâtiments. Voilà. Bonjour, Michael Châtelain, commune Tanière. Je voulais rebondir sur les propos de M. Chauffet. En ce qui concerne la résistance des bâtiments des transformations aux événements naturels, et puis peut-être un exemple avec ce qui s'est passé à la Chaux-de-Fonds et les toitures, on a vu énormément de tuiles arrachées. Est-ce que vous avez des contacts avec les différentes associations professionnelles ou au niveau de normalisation SIA pour que ces toitures qui étaient probablement construites correctement selon certains standards évoluent avec des résistances
plus adapté aux nouveaux événements? Oui, on a deux approches. Il y a les approches des actions physiques pour les propriétaires que vous voyez, qui sont très cantonales. Chaque canton, fédéralisme oblige, a ses actions différentes. Dans le canton de Vaud, ils ont un fonds, ils financent 50% des mesures. Nous, on a différents types de prestations proposées qui sont de manière directe aux propriétaires. Mais derrière, on a aussi une activité de lobbying assez importante au niveau de notre association fêtière, la EAI, où là, on essaye, typiquement, je vous parlais de l'intégration dans le label SNBS, on essaie d'intégrer des groupes de travail, d'être force de proposition dans ce domaine de la normalisation. On a la norme SIA 261.1 qui a été mise à jour en 2020, je crois, 2018 ou 2020, qui est entrée en vigueur, qui a complètement changé la donne, parce que maintenant, l'état de la technique, la norme SIA 261.1, qui est la norme sur les structures porteuses et qui intègre la notion de danger naturel avec des objectifs de protection. Donc l'état de la technique aujourd'hui pour les bâtiments neufs, c'est la norme SIA 261.1 et qui intègre cette notion-là. On part du principe que les nouveaux bâtiments devraient être équipés de manière correcte. Donc on a, oui, une activité de lobbying avec les associations fêtières aussi, dans le cadre du répertoire GREL. On a intégré des associations comme Swisstek, comme différentes représentants de l'enveloppe du bâtiment. Il y a beaucoup d'associations. Maintenant, vous faisiez allusion à la chaux de fonds. Il faut bien savoir qu'on ne cherche pas à se protéger contre ce type de phénomène. Très clairement, quand on a des phénomènes aussi extrêmes que ça, aujourd'hui, par la normalisation, par l'influence qu'on peut avoir dans des associations fêtières pour leur demander d'adapter les standards de la technique, on ne le demande pas sur des niveaux d'intensité qui sont tels. Quand on parle de danger naturel, on parle de phénomènes qui ont lieu chaque année. Chaque mois, on a des sinistres en lien avec les dangers naturels qui sont souvent esthétiques, qui sont peu graves d'un point de vue du fonctionnement du bâtiment, mais qui ont un coût et une énergie grise très importante. Donc c'est surtout sur ce type de phénomène-là on essaie d'agir, de mettre en place un standard de la construction qui soit suffisant en termes de résistance au bâtiment pour des phénomènes qui sont finalement assez commun dans un pays comme le nôtre, et c'est là où on souhaite agir. Donc il y a l'aspect visible que vous voyez par nos actions, puis il y a l'aspect, je parle de lobbying, ça fait un peu gros mot, ça fait un peu gros mot, mais disons qu'on essaie d'avoir une certaine influence aussi dans la normalisation, bien sûr, mais c'est plutôt par notre association fêtière, tout comme on l'a fait en protection incendie ces 20 dernières années. Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir? On a encore le temps pour une question. Ou quelqu'un d'entre vous? Je pense qu'on peut conclure. En tout cas, je remercie beaucoup les intervenants, les intervenantes. Je vous remercie aussi beaucoup pour votre participation. J'espère que vous partez avec des inputs concrets. Et vous êtes aussi bienvenus à l'apéritif dînatoire qui va suivre. Et j'en profite juste pour mentionner, c'est une conférence gratuite, que le 2 mai, on va faire une conférence sur le label Minergie Eco à Fribourg. Donc, si vous souhaitez approfondir ce sujet, n'hésitez pas. Et vous nous retrouvez aussi au stand tout au long du salon. Donc, si vous avez aussi des questions qui vous viennent pour plus tard, n'hésitez pas non plus à passer. Merci beaucoup à tout le monde.